Alors salut à tous. Salut! Alors on se demande souvent sur YouTube comment les gens se font pour être payés. Voilà comment les youtubeurs en fait gagnent leur argent, c'est une question qui revient tout le temps. À chaque fois qu'on fait une FAQ, même si on ne garde pas les questions, c'est tout le temps la question qui revient. C'est Toujours combien vous gagnez, combien vous gagnez. Et puis en plus, on en a pas mal parlé en ce moment avec les polémiques sur Natou et tout à la télévision. Du coup, on a voulu en fait faire une vidéo un peu transparente pour vous expliquer comment gagner notre vie. Et du coup, on vous a fait une petite présentation en fait, qui va s'afficher ici, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Donc 5A le podcast en fait, on va commencer par le début en fait, on va commencer en 2008. En fait, en 2008, on a créé une première chaîne sur Dailymotion. Donc on faisait quelques vidéos, on faisait nos shows, machin. Et à un moment donné, il y a YouTube qui a été créé en 2010. En 2010, on a créé notre chaîne. On a foncé directement. À l'époque, il n'y avait personne sur YouTube. C'est parce que c'était vraiment tout nouveau en 2010. Et donc on a créé notre chaîne. Et finalement, on n'est même plus parti de YouTube, quoi. On poste plus rien sur notre chaîne Dailymotion, pardon. Et donc, une première date clé pour nous, ça a été 2011. 2011 en fait, c'est le premier buzz, c'était le podcast sur la cantine. Le podcast sur la cantine, vous l'avez tous vu, c'est d'ailleurs... Ça reste encore la vidéo la plus regardée. La majorité des gens, c'est par là qu'ils nous ont connus. C'était à l'époque quand même hyper innovant. Voilà, ça c'était vraiment, il n'y avait pas de podcast à l'époque. Et donc ça c'est sorti le 5 mars 2011. Le 7 mars 2011, on n'avait que 100 vues, alors que 2 jours plus tard, le 9 mars 2011, on atteignait les 5 millions. 5 millions, et ça c'était juste incroyable quoi. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à gagner de l'argent, parce qu'à partir du moment où on a beaucoup de vues, on gagne de l'argent. Et donc là on a voulu vraiment vous expliquer combien la chaîne ramasse d'argent, on va dire, et combien nous à la fin on gagne. Donc en fait, les revenus, donc on a pris les chiffres de novembre 2015, comme ça c'est vraiment les plus récents qu'on a. Là on a pris aussi ça parce que c'est récent, mais c'est aussi parce que là la chaîne n'est pas à son apogée, mais là où il y a des vues, en tout cas, ouais, voilà, tous les mois, c'est important. Sur le mois de novembre 2015, donc, les revenus générés par les annonces, comme vous pouvez le voir, ça c'est ce qui est affiché en fait. Voilà, c'est ce qui est affiché dans les paramètres YouTube. 61 503 dollars, ça c'est des dollars. Donc en euros, ça fait 57 845 environ. C'est le taux du 1er décembre 2015. Et donc, ça pose plusieurs questions. Parce que là, vous voyez ici, vous dites c'est énorme. Ça fait, même si on est 3, ça fait quoi? Ça fait 15 000 chacun. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que évidemment il y a plusieurs choses, donc les revenus bruts de la chaîne c'est 57 845 euros, ça d'accord, mais il faut qu'on paye le technicien son qui s'occupe du son, on le paye 1350 euros par mois, le cadreur on le paye 1412, l'assistant cadreur, parce qu'on a un assistant cadreur qui est stagiaire, lui il est payé donc 520 euros. Ensuite on a la location de matériel de tournage, parce que tout ça se fait pas tout seul, il faut qu'on loue des caméras. Pour le faire du travelling. Pour les travelling, les rails, les perches, tout ce qui est les perches son, les micros, les câbles. C'est vrai qu'on n'y pense pas quand on regarde une vidéo comme ça, tout le matos que c'est derrière, mais voilà. Ça nous est revenu, en tout cas sur novembre 2015, à 3 605 euros. Ensuite, il y a la location du studio, parce que là où on tourne, c'est pas chez nous. Hein. On est obligé de louer un studio, parce que chez nous, c'est beaucoup trop petit. Et donc ça, on a un loyer donc de 2410 euros. Voilà, 2410 euros. Donc à la fin, déjà ça réduit, ça reste beaucoup, mais voilà, il nous reste que 48 548 euros. Sur ces 48 548 euros, il y a le plus gros qui part. Dans les impôts. Voilà, c'est les impôts. Voilà, ça, les gens croient que l'argent, il arrive direct de YouTube et on s'en met plein les poches. Non. On fonctionne quand même sur le système français, donc il y a l'impôt sur la société et les taxes d'entreprise qui, au total, font 70% du chiffre d'affaires fixe, donc c'est sur ces 48 548 euros, ce qui fait 6 153 euros. Voilà. En tout cas, sur le mois de novembre, c'était ça. C'était un peu moins avant, et là, forcément, avec les vues, c'est un peu plus. Et donc, ces 6 153 euros, on se les partage entre nous trois. Donc, avec Jordan, avec Guillaume, qui n'est pas là, et puis moi, voilà. On a chacun, à chaque fois, la somme qui reste, on la divise exactement en 3. Comment on fait en fait À partir de cet argent, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est utiliser cet argent dans la chaîne. Pas que à gagner de l'argent, mais à utiliser ça pour la chaîne et aussi pour la création sur YouTube. Et donc là, sur la création sur YouTube, c'est l'investissement et la recherche de nouveaux projets. Et ça, c'est vraiment très primordial. C'est très important quand on commence à gagner de l'argent, quand notre petite entreprise, parce que c'est une entreprise, vous le verrez, commence à gagner de l'argent. Il faut à la fois payer ceux qui travaillent, il faut payer le matériel, mais il faut également financer l'investissement. Et donc, pour pouvoir investir, c'est simple, avoir une vision à long terme,
Développer la productivité et surtout être précurseur dans le domaine des podcasts. Ça, c'est hyper important. C'est un domaine qui va tellement vite. Depuis le début, on s'y attelle. Voilà, c'est ça. Et dès qu'on a commencé à gagner de l'argent, on a mis de l'argent dans la recherche de nouveaux projets parce que c'est un domaine qui va tellement vite que si on met pas le paquet sur l'investissement et la recherche, on est complètement dépassé et on coule et on se retrouve, les abonnés ne regardent plus les vidéos, ils se désinscrivent, enfin, c'est impossible. Donc, savoir surprendre la cible, c'est principal, c'est primordial pour nous. C'est le numéro 1. Il faut surprendre. Si le public YouTube n'est pas surpris, il ne regarde plus. Il ne regarde plus les vidéos. Tout simplement. Donc pour ça, on part d'une base, la meilleure base, c'est quand même les vues. Voilà, le nombre des vues. Ouais. Donc là, on vous a fait un petit graphique depuis que la chaîne existe. En tout cas, on a pris depuis la chaîne Dailymotion. En millions de vues, donc il y a les vues uniques. Les vues uniques, c'est quand vous cliquez sur une vidéo, voilà, c'est une vue unique. Les vues en série, c'est quand vous cliquez sur une vidéo en suggestion, une vidéo de nous qui est en suggestion, vous savez, sur la droite de YouTube. Et les vues multiples, c'est quand vous revenez sur la chaîne, par exemple, quand il y a une nouvelle vidéo, vous allez revenir sur la chaîne pour regarder la nouvelle vidéo. Donc c'est 3 données qui en général se suivent, mais qui sont intéressantes à comparer une par une pour voir un peu comment ça évolue, si les gens sont fidèles. Voilà. S'il faut qu'on fasse des liaisons entre les podcasts, que ça se suive ou pas, donc ça c'est hyper important pour nous. Voilà, aussi. Exactement, et du coup on voit bien que sur la période 2008-2010, on était vraiment au plus bas, forcément on venait de commencer. On ne dépassait pas les 100 millions de vues. C'est vraiment entre 2010 et 2012 qu'on a monté, vous pouvez le voir donc, sur le graphique. On est passé aux alentours de 300-400 millions de vues. Sur la période 2012-2014, là il y a eu un petit tassement, mais toujours. C'est normal. Mais ça c'est normal parce que en fait c'est là où les autres youtubeurs arrivent sur YouTube, où ils font des choses aussi. Il y avait beaucoup plus de concurrence. Il y avait de la concurrence, c'est ça. C'est qu'entre 2012 et 2014, la concurrence est arrivée. Donc forcément, on en a un peu pâti. Et c'est pour ça qu'on met le paquet sur la recherche. Et donc on a voulu faire une petite prévision 2018. En 2018, on continue à augmenter malgré tout. On arrive quand même aux alentours de 900 millions de vues sur les vues uniques, et ça suit aussi sur les vues en série et sur les vues multiples, et c'est important de faire des prévisions si on veut vraiment se projeter sur le long terme. Donc ça c'est la R&D. R&D c'est recherche et développement. C'est l'argent en fait qu'on place dans la recherche et le développement à partir de 5RL Podcast. Donc on voit qu'il y a toujours la base solide des podcasts, ça c'est normal, c'est vraiment la base de ce qu'on fait. Il y a une grosse part qui est mise dans le court-métrage parce que c'est vraiment ce qui marche en ce moment. C'est le truc qui marche sur YouTube, il y a eu les podcasts, maintenant il y a les courts-métrages, qu'est-ce qu'il va y avoir après? C'est ça, c'est les nouveautés, voilà, c'est justement ce qu'on essaie de faire. Ça c'est à peu près 25-26% de la recherche et développement de 5RL Podcast c'est investi dans les nouveautés. Quand on dit nouveauté, c'est évidemment très large, mais bien sûr, vous comprenez qu'on ne peut pas en parler parce qu'on ne va pas se faire doubler par la concurrence en donnant à l'avance nos projets. Et puis après, ils vont le faire et on sera dépassé. Donc voilà. Mais on peut déjà dire qu'on se base vraiment sur du 50-50 entre l'humour et la culture. Parce que avant, on n'était que sur de l'humour. Avant, c'était du 100% humour. Tous les Norman et compagnie, c'était 100% humour. Aujourd'hui, il y a de la culture qui arrive sur YouTube. Donc, est-ce qu'il faut faire du 100% culture ? Non. On n'en est pas là. Donc ça c'est à l'exportation en fait, parce que 5RL Podcast évidemment c'est sur YouTube, donc ça peut être regardé partout dans le monde. Et du coup ça, YouTube nous fournit en fait les chiffres des vues et de la consommation de 5RL Podcast dans le monde. Donc là en 2014, alors ça c'était en décembre 2014, donc ça fait un an. Il y a plusieurs choses. Déjà on est bien implanté en France, ça c'est sûr. On a aussi un bon public dans l'Amérique du Nord. Dans l'Amérique du Nord, ça, en tout cas dans le monde anglo-saxon, parce qu'on voit qu'il y a l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et l'Australie. Alors ça c'est dû parce qu'en fait on a commencé à mettre des sous-titres. Le sous-titrage vidéo à partir de ça a boosté. 2014. Ça a boosté parce qu'avec le sous-titrage en fait tous ceux qui ne parlaient pas français ont pu accéder aux vidéos et comprendre les délires. On a fait du coup anglais, français, allemand et russe. Espagnol avant le russe. Du coup justement on voit qu'en 2014 sur la Russie c'était pas ça, et voilà, les chiffres 2015. On a investi le marché de la Russie et on a investi aussi le marché du Maghreb par rapport donc à 2014 où on était un peu implanté de par la francophonie évidemment, mais pas assez. Au final, là, on a investi le marché du Maghreb. Je voudrais dire quand même quelque chose. On a réussi à avoir la Russie et on est les premiers Français à l'avoir fait.
Parce que le marché de YouTube russe, il est très très fermé. En fait, il y a des énormes youtubeurs russes et ils regardent que des youtubeurs russes. Que des vidéos russes en fait. Et nous, on a réussi à quand même implanter ça. On est les seuls à être un petit peu connus en Russie et à être regardés autant qu'un autre youtubeur russe. Et ça c'est dû au sous-titrage et ça fait super plaisir. Mais c'est pas assez pour nous. Hein. C'est pas assez. On a donc quelques objectifs annoncés et dont on se cache pas. La première chose, c'est stimuler la demande scandinave. Ouais, parce qu'on a vu qu'en Suède, en Norvège, c'était pas encore ça. Il y a peut-être un traducteur qui nous prépare des sous-titrages de nos anciennes vidéos. Attention, le marché scandinave, on arrive. On arrive, ça c'est sûr. Ensuite, renforcer la présence dans les Balkans. Vous le voyez sur la carte qui est ici. On est super bien implanté en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est au niveau donc proche Russie, etc. Ouais. Sur tout ce qui est Balkans, on n'a rien. C'est vraiment rien. Donc ça, c'est vraiment objectif. Donc horizon 2017, ça on l'a planifié comme ça. Et aussi proposer une offre crédible au marché sud-asiatique. Avec un lancement de podcast spécialisé à la mi-2016. On n'en dit pas plus, mais ça va arriver. Préparez-vous, ça va arriver. Voilà, et surtout le marché sud-asiatique. Il est très prometteur. Il est très prometteur, d'ailleurs on va en parler. Le marché du podcast en Asie du Sud-Est. En fait, on a fait un petit schéma quand on s'est intéressé à l'Asie du Sud-Est pour pouvoir les podcasts. On s'est un peu intéressé à ce marché-là. Et donc, on a relevé 3 catégories de podcasts dans ce secteur du monde. Les facecam, les web-séries et les FAQ. Voilà, c'est à peu près les mêmes choses qu'en France. Mais donc, on voit clairement que les facecam, ça ralentit entre 2011 et entre 2013 et 2014, ça a à peine augmenté. Web-séries, ça progresse. Les web-séries, ça progresse, mais voilà, on sent quand même qu'il y a un freinage. Par contre, les FAQ. Là, c'est sur les FAQ en Asie que ça explose. Ça c'est un nouveau truc. Et encore, on n'a pas les chiffres de 2015 là, parce qu'ils ne sont pas encore tombés, parce qu'il faut attendre la fin de l'année, mais à mon avis, c'est plus du double. Ouais. On va sûrement préparer, des petites FAQ. Petites FAQ, mais vraiment préparées façon sud-asiatique. Voilà, pour le marché sud-asiatique. Donc voilà, on l'a marqué. Marché à investir, gare en pleine croissance. 5RL Podcast, on voulait un petit peu vous parler de la structure aussi, parce qu'il n'y avait pas que le fait de gagner de l'argent. Donc on vous a préparé ça. Donc on a été indépendant de 2008 à 2014. Donc c'est vraiment depuis pas longtemps qu'on n'est plus indépendant. La plupart de vous le savent, mais il y en a qui ne le savent pas forcément. Donc voilà, maintenant tout le monde le sait. En fait, on est passé en société anonyme depuis 2014 et on a été racheté par Dumont Podcast. Donc c'est une boîte... C'est vraiment une multinationale qui nous a permis d'exploser à l'international. C'est une société qui regroupe plusieurs youtubeurs. Alors le truc c'est que là les gens vont se dire mais du coup c'est plus vraiment eux qui sont en commande. Eh bah si. On fait tout ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, il n'y a aucun droit de regard sur nos vidéos. Ça c'est super important à savoir parce que les gens se disent si on a été racheté, ça y est, on est censuré ou quoi. On fait tout ce qu'on veut. Donc voilà, on voulait vous présenter en fait un petit peu ce qui dirige 5RL Podcast aujourd'hui depuis que ça a été racheté par Dumont. Donc l'actionnaire majoritaire, donc celui qui détient en fait la majorité des parts d'action de 5RL Podcast en fait, c'est Bruno Dumont. On a Bertrand Longueuil, donc lui c'est le président. C'est le manager. C'est vraiment lui qui dirige en fait. Bruno Dumont, il est juste actionnaire majoritaire, c'est lui qui est l'héritier de l'entreprise. Là, c'est Amaury Jussieu, en fait, c'est celui qu'on voit le plus à faire. Ouais. Parce que c'est le directeur, donc comme vous le voyez, directeur du service artistique et de la communication, donc c'est vraiment avec lui, c'est lui notre interlocuteur, en tout cas dans l'entreprise. Il dit un peu ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, il nous encourage, il nous donne des conseils et tout ça. Donc exactement. Lui, en fait, Bruno Dumont et Bertrand Longueuil, on les connaît, on les a vus, mais en fait, celui avec qui on traite le plus, vraiment, c'est Amaury Jussieu. C'est ça. Et du coup, on voulait surtout remercier encore plus que ces personnes-là qu'on remercie aussi, mais encore plus. C'est grâce à vous. Donc merci. Merci à vous. Merci à vous. Et on espère que l'aventure ne s'arrêtera pas là et qu'elle continuera encore longtemps. Merci. On peut les applaudir à Salut.